J'aimerais bien que pour les gens d'aujourd'hui, qu'il existe un autre Émile Daubé qui ait la même foi, la même trempe. Il a laissé un esprit, quoi, enfin, une étincelle. Et il nous a transmis une foi et une passion. Voilà. Et c'était en lui. Il avait quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est cette façon de ramener l'humanité. C'était un homme très bon, très très bon. Il était unique, on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. De savoir transmettre aux gamins que nous étions. Tous les jours, nous disait-il, il fallait faire un dessin. Fais des croquis, fais ta prière d'artiste. C'est de voir les choses qui sont derrière les choses. Les cours se tenaient rue Abbé-Josselin, la rue qui mène au cimetière Saint-Michel, derrière l'église. Il y avait une maison qui appartenait à la mairie, une grande maison, avec une concierge logée au rez-de-chaussée. Puis alors, tout l'étage, c'était notre salle de cours, qui était spacieuse. On était très bien installés. C'était à l'étage, une grande pièce avec du plancher, une grande estrade, avec un grand bureau et un grand tableau derrière. Ça s'appelait École municipale de dessin, c'est devenu par la suite les Beaux-Arts. Alors voilà le genre de travaux qu'on faisait, par exemple, la cathédrale, ça c'était avec un jour de marché. Bien sûr, le croquis sur place, il était terminé par la suite. Ça, c'était pour un chemin de croix. Tu vois toute la variété. Ça, c'est aux abords de l'église de Cesson. Tout était prétexte à dessiner. Alors les statues antiques, ça va de soi. Les statues antiques, puis alors des tas des natures mortes. Alors avec tout ce qu'on avait sous la main, c'est tout ce qu'ils trouvaient, des bouteilles, des lampes, des objets divers. Les objets, il m'avait dit, alors, et aux autres, les objets usuels, alors de tout. Alors moi, j'ai dessiné chez mes parents quand je rentrais le soir. Je dessinais alors le moulin à café, la cafetière, la vaisselle, les casseroles, tout ce qu'il y avait tout ce qu'il y avait apporté tout pouvait se dessiner. On faisait du nu masculin. Ben voilà, c'était un collègue en maillot de bain, et puis qui prenait la pose, et ça nous permettait de... Ça, c'est pour le corps humain. Il aurait voulu faire du nu à l'époque, mais en 1948, c'était tabou. C'était hors de question qu'une jeune fille vienne dans un cours comme ça, avec des jeunes gens. Alors, on faisait ça entre nous, parce qu'on était tous des gamins assez jeunes, sportifs pour la plupart, assez bien foutus. Alors, on se mettait en maillot de bain, puis on prenait la pose sur l'estrade, puis on dessinait les individus comme ça. Ça, c'est pour l'anatomie. Croquis, il durait 20 minutes. En 20 minutes, on limitait le temps des interventions, quoi. Le dessin au fusain, au crayon, au fusain, pastel, pour ceux qui voulaient, pastel, la sanguine, l'aquarelle, la gouache, peinture à l'huile, enfin, toutes les techniques qu'on pouvait aborder. Alors, l'hiver se passait donc ainsi dans cet atelier, à dessiner tout ce qu'on pouvait imaginer. Et alors, dès que les beaux jours arrivaient, alors on sortait avec tout notre matériel, on allait place de la cathédrale, tous les extérieurs, alors la rue Fardel, la rue Quinquaigne, les vieilles maisons, les maisons anciennes. Il nous amenait partout faire des dessins, de la peinture, sur le marché de Saint-Brieuc, faire des croquis des petits marchands des 4 saisons, dans la vallée de Guédic. On peignait la fontaine aux loups, les bois. Puis là, on voyait la mer, Cesson, la tour de Cesson, on faisait du paysage en extérieur. Il leur faisait voir, car le grand problème d'un professeur de dessin, c'est d'apprendre à voir. On vivait en plein dans l'esprit du cours de dessin, dans l'esprit de ce professeur qui voulait que l'on fasse le plus possible de travail et qu'on le fasse de par nous-mêmes. Il était sincère, comprenez, c'était sincère, il n'y avait pas... Je vous donne ma pensée, je vous donne... Je sème à tout vent. Éveiller l'œil, éveiller le rôle d'un artiste, d'ailleurs, c'est de voir les choses qui sont derrière les choses. Voilà, le moment des corrections. Voilà, Monsieur Daubé avec 2 élèves. Alors, il y avait les erreurs, les corrections, et puis tout ce qui s'en suivait, quoi. Il y allait énergiquement dans ses corrections, voilà. La correction, devant tous les autres d'ailleurs, parce que tous les élèves étaient là,
au moment où il faisait la correction du dessin du gars. Hein. Et la correction était une leçon formidable de savoir voir ce que le type n'avait pas vu. Alors, il fallait dessiner les mains. Bon, mais c'est pour le tout, mais regarde une main comme ça. Tu vois, c'est spécial, hein. Alors, il fallait une main tenant un objet, une bouteille, un pot, une pipe. Alors, tes mains, les pieds, enfin, tu vois, tout était prétexte, mais il ne s'agit pas de faire 2 ou 3 dessins. Il fallait remplir un album de 30 pages. Il fallait au moins ça. Il ne fallait jamais copier. Même pour un arbre, dessiner un arbre, c'était extraordinaire. C'est un arbre, c'est des trous. Hein. Il faut les montrer, des trous. Eh bien, Daubé, il disait, ça manque d'accent. Alors, c'était le mot, l'accent, il fallait mettre. Monsieur Daubé, un jour, il m'a fait pleurer. Il me dit, mais écoute, Annick, je m'exprime, mais si j'avais plein de choses à dire, mais j'étais réservée de caractère et c'est vrai que j'observais toujours ce qu'il fallait dire au bon moment et autres. Et en fait, un jour, il me dit, mais Annick, écoute, qu'est-ce que tu as il faut t'exprimer parce que voilà, mes dessins étaient trop timides. Ça venait de ça. Et ça retransparaissait. J'essayais de faire trop bien, j'en faisais trop. Il me disait, mais non, tu fais trop, ça alourdit. Et en fait, fais un seul trait, ce sera suffisant. Et si tu rates un dessin, tant pis, tu le déchires et tu en fais un autre. Sur 10, si tu en fais un, tu auras gagné ta journée. Ça, c'était important. Et ça, je l'ai toujours recommencer jusqu'à ce qu'on soit content, à peu près, parce qu'on n'était jamais satisfait à 100%. Mais ça m'a servi de leçon. Et le fait de faire un trait d'un seul jet, ça m'a débloqué. On est tout transformé quand on a affaire à un homme de pareille qualité. Et il me disait, tu vois, qu'est-ce que tu as? Tu es comme un joli coffret vide, parce que tu ne t'exprimes pas. C'est comme si tu n'avais rien à dire, rien à ressentir. Et ça, j'avais pleuré comme une madeleine, parce que je me dis, c'est pas vrai. Parce qu'avec Émile Daubé, le dessin, la formation, la rigueur qu'il avait, c'était primordial. Hein, mais ce que je dis par la suite, bien souvent, je n'ai pas fait les beaux-arts parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Mais on a eu tous beaucoup mieux. À partir du moment où ils nous apprenaient les bases, assez contraignantes quelquefois, les perspectives, les couleurs dominatrices, les couleurs complémentaires. Et à partir du moment où on avait quand même une formation académique de base, il nous disait que plus tard, quand on aurait évolué, eh bien, on pouvait laisser libre cours à sa propre personnalité. Il a toujours eu le souci d'apporter aux autres la connaissance, de faire découvrir. C'est un découvreur, en fait. Oui, bon, il y avait qui a fait une carrière aussi patente, c'est Bernard Loca, ça va de soi. Jean Mordant, malgré son caractère, qui a fait lui aussi Jean Mordant. Henri de Kerpédron. Et il a découvert également le grand peintre de la marine, Marin-Marie de Saint-Front. Raymond Hins, qui a été élève de Daubé, eh bien, il est devenu photographe et il avait le sens de savoir quoi photographier et l'angle. Il a eu un garçon qui a fait le seul qu'il ait eu comme élève, qui a fait le Grand Prix de Rome de peinture. C'était sa gloire, bien sûr, à mon père. Il s'appelle Gérard Bell. Quand il voyait un gars comme Mordant qui était parti vers une expression totalement moderne et très spéciale, il respectait les idées et le style. Il respectait. C'était un élève qui avait une méthode, ou plutôt une originalité. Il était très affectif. Je l'ai vu enguirlander des élèves tels que Loca, vous voyez, ou Mordant, enfin bref, qui avaient des défauts, puis il fallait les guider. Il y avait l'ambition de tout un chacun, ce qui est légitime, et puis il fallait en revenir à cette humilité, cette modestie. Il nous remettait toujours en garde de ne pas se prendre pour des génies, quoi. Après l'engueulade nécessaire
pour bien faire comprendre qu'il fallait rectifier la chose qui avait des défauts, et que le type avait pris plein les mirettes, eh bien, Daubé embrassait le type. Et là, c'était extraordinaire. Chose qu'il reprendra à son cours de dessin jusqu'à sa mort, en disant à tous ses élèves, vous venez pas ici pour vous amuser, mais pour dessiner dans la vie et en tirer profit. Le plaisir, c'était le cours, mais ensuite le plaisir le plus important, c'était le raccompagnement du père Daubé. Le raccompagnement où il était avec nous, on l'entourait, on descendait la rue l'abbé Josselin, la place Saint-Michel, la rue Maréchal Foch, et à chaque tournant, à chaque pas, comment dire, il nous faisait un cours de vie. Hein. Tout le long du chemin, c'était encore toujours des commentaires. On s'arrêtait sur la place où il y a Notre-Dame d'Espérance, où il y avait l'arbre de la liberté, là, comme il disait, parce qu'il a éveillé des esprits, des consciences. Et on suivait sa grande cape noire, hein, et sa lavalière. C'était un véritable apôtre. Il nous faisait un petit peu la morale, il nous racontait les choses de la vie. Ah ben, parce que c'était quelqu'un de rayonnant, croyant, pratiquant, ça va de soi, mais alors avec cette tolérance et cette bonté. Et bon, il y avait des fils de communistes qui venaient là, ça va de soi, mais ça n'avait rien à voir. Hein. Il disait, bon, il était parmi les autres. Hein. Mais ce qu'il a formé surtout, c'est les fils d'ouvriers, les fils d'artisans, à qui il a fait faire leurs humanités. Et qui n'auraient jamais connu ça autrement. Parce que là, il n'y avait pas de classe sociale. Hein. Ah non, ça c'était extraordinaire. Et donc, ce cours-là était populaire puisqu'il ne coûtait que 1 centime symbolique. Les parents ne payaient que 1 franc, mais 1 franc d'autrefois, pour toute l'année scolaire. Bon, c'était symbolique. Parce qu'il voulait que ce soit le maire, qui s'appelait M. Briot, voulait que ce soit vraiment populaire, accessible à tous. Le cours de dessin ne pue pas l'école et nous y sommes entièrement libres. Monsieur Daubé dit « Ici ce n'est pas l'école, c'est la vie. Et je pourrais mettre une pancarte à la porte, ici la vie avec un grand V. » Raymond Lévy, bon, il venait chez moi comme j'allais chez lui. Ses parents me recevaient, mes parents, ma mère, parce que je n'avais pas mon père, ma mère le recevait. Comme un frère, exactement. Quand on a appris son arrestation, l'arrestation de ses parents et l'arrestation de son petit frère après, ça nous a tous bouleversés. Monsieur Daubé nous en a parlé au cours de dessin avec beaucoup d'émotion, je vous le garantis. On avait tous les larmes aux yeux. J'étais avec lui. Il a plaidé sa cause, absolument. Ils ont été prisonniers aux Villes Dorées pendant un bon moment, pendant plusieurs mois. Et c'est à ce moment-là que Raymond a fait des croquis de son petit frère, de ses parents et des autres prisonniers qui se trouvaient là. Et que ce carnet de croquis et le carnet de notes que j'ai eu l'émotion de revoir tout à l'heure, là, eh bien, c'est à ce moment-là qu'il a confié à un gardien de prison, un militaire celui-là, que l'on rencontrait, qui nous donnait des nouvelles régulièrement. Les croquis représentent des prisonniers, des gens qui jouaient aux cartes ou jouaient au domino. Ces croquis sont curieux tout de même quand on les remarque. Avec ou après ou avant sa signature, il y a une grille de dessinée. Une grille de dessinée pour bien montrer dans quelles conditions il s'était fait, de l'endroit où il était. Un jour, Raymond, sans doute sentant venir la déportation vers Drancy, je pense, a confié à ce gardien le carnet de croquis
et les notes, et le carnet de notes, qu'il a déposé chez Jean Pincemin, au café Pincemin, et moi j'ai été prévenu pour aller le chercher. Je suis donc allé chez Jean Pincemin, c'est là que j'ai vu à remettre à Marc Boujard, etc., c'est écrit dessus, et pour M. Daubé. J'ai immédiatement été chercher ces carnets et je suis allé les envoyer à M. Daubé. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez lui. C'était en 43, mai 43. Je voudrais trouver, si possible, l'époque où il a été arrêté, s'il y a quelque chose. Il a dû écrire, je pense. Voilà, très bien, ce qui est dit. Ce qui compte dans un dessin, ce sont premièrement les volumes, deuxièmement l'amour et l'application avec lesquels on l'exécute. Il donnait l'étincelle et il fallait que ça se termine en feu d'artifice. Oui, parce qu'il m'a inculqué une passion presque dévorante. Le bonheur, l'expérience, et puis j'ai tout appris quoi, avec lui. Monsieur Daubé a changé le cours de ma vie, en profondeur. Disons que s'il n'avait pas été là, le destin d'un certain nombre de centaines de gens à Saint-Brieuc aurait été différent. Il m'a guidé exactement comme un père spirituel. Je pense que, sans vouloir exagérer, mon père a fait tellement de choses avec son cours de dessin qu'il mérite qu'on l'appelle l'école des beaux-arts de Saint-Brieuc. Je n'ai pas connu M. Daubé. M. Daubé devait avoir un travail particulièrement difficile à faire, puisqu'il était seul. L'époque a changé, les bâtiments ont changé, la façon d'enseigner aussi a changé. Mais je crois qu'il reste quelque chose en commun, c'est le plaisir de transmettre, le plaisir d'apprendre. Chaque élève, chaque personne est unique. Il faut essayer de trouver justement la petite chose importante qui existe, la petite étincelle, puis de transformer cette étincelle en quelque chose de beaucoup plus important. Et puis ce qui est passionnant quand on enseigne, c'est que on est toujours bousculé. Hein, on est bousculé par justement les jeunes. Et moi je suis persuadé que les jeunes ont toujours raison. Parce qu'il a laissé un esprit, quoi. Enfin, une étincelle qui n'est pas encore, n'est-ce pas, la braise est toujours vivante. Bon, alors cette maison-là, évidemment, ça a étonné à l'époque. On dit, tiens, c'est curieux, il y en a même qui l'appelaient la maison du Fada, comme celle que faisait Le Corbusier. Hein. C'était un style de maison qui était tout en béton. La lumière, il ne pouvait pas faire sans lumière. En lumière. Alors son atelier était en plus doublé d'une verrière en pointe comme ça sur le toit, de façon à avoir encore plus de lumière. Non, il était bien son atelier, très bien fait, très bien. Et je crois qu'il s'y plaisait beaucoup. L'atelier, personne dans la famille n'avait droit de rentrer pour venir toucher quoi que ce soit, etc. Ça, il voulait absolument pas. Quand il était là, bien sûr, on pouvait aller le voir, on pouvait aller à moins qu'il fût en plein exercice de son art. Émile Daubé, mon papa, est né le 2 décembre, date anniversaire de Austerlitz, la victoire napoléonienne. Il aimait rappeler cela. 1885, à Murat, dans le Cantal. À sa naissance, lui n'a pas connu sa mère, puisqu'elle est morte en couche. Et il a été élevé par sa tante, qu'il appelait Tante Marie, dans une commune qui s'appelle Clavières, toujours dans les environs de Murat. Et c'est là qu'il a appris toute la nature, sous toutes ses formes,
les champs de blé, les sous-bois, les feuilles mortes à l'automne, les oiseaux qui chantent, etc., les animaux. Enfin, il a été vraiment mis dans le bain de la nature tout petit. À 5 ans, il découvre l'art du vitrail. Par un fait du hasard, un dimanche matin, à l'église, sa tante lui demande de se taire parce qu'il pose des questions sans arrêt sur une musique dont il n'aperçoit pas l'origine. Effectivement, ça vient d'un harmonium qui est caché par un pilier. Et sa tante, pour avoir la paix, lui dit, en montrant un vitrail où souffle un ange dans une trompette, elle dit, tu vois, c'est l'ange qui souffle dans la trompette qui fait cette musique. Et aussitôt, il a évidemment un coup au cœur. C'est là qu'il m'a dit, j'ai eu vraiment l'amour du vitrail, la révélation du vitrail, c'est extraordinaire. Parce qu'en même temps, le soleil passait à travers le vitrail, en donnant le maximum de lumière. C'est vers 5 ans que ça s'est déclaré. Vers 5 ans, il a eu besoin de dire à sa tante, qui était donc la remplaçante de sa maman qu'il n'a pas connue, « Je voudrais faire du dessin ». Il répétait ça sans arrêt à sa tante et à son père. À son père, il l'a dit jusqu'à 18 ans, puisqu'à 18 ans, il est devenu orphelin. Il réclamait de dessiner, il aimait ça, il voulait dessiner. C'était une obsession chez lui. Son père lui a dit, tu dessineras quand tu auras ton baccalauréat. Point. Dur aux seules laideurs qui narguent l'esthétique. Pour la sottise même, amis presque indulgents. Aux affamés de beau, tu sers en les gorgeant le splendide festin de ton âme gothique. Enfin, le splendide festin de ton âme gothique. C'était très beau. Ça, c'est très... Il était passionnant et il était communicatif. Jovial. Il était gai, très optimiste. Il parlait avec beaucoup de couleurs, si on peut dire. Il était unique, on ne peut pas le comparer à quelqu'un d'autre. Monsieur Daubé, on l'appelait le père Daubé, affectueusement. Mais c'était le père Daubé, il n'y en avait qu'un. Il y avait le style. Bon. Déjà, c'est pas là dans les rues, on voyait que c'était un artiste peintre. Puis le grand chapeau, et puis la lavalière. Ou la petite, comme ça, un peu plus petite. Enfin, c'était toujours un nœud. Il ne mettait jamais une cravate. Ah oui, c'était une grande figure, c'était un grand personnage. Daubé, c'est le rayon de soleil dans les brumes briochines. Il avait un rayonnement extraordinaire. Je ne dis même pas dans les brumes briochines, c'est dans les brumes tout court de la vie. Et ça, c'est certain, il avait un rayonnement intérieur. Les poésies de Victor Hugo, il connaissait 3000 vers de Victor Hugo, par cœur. Une ouverture, c'était un esprit d'ouverture surtout. Car tout chante, et tes yeux, et ton geste, et ta voix. Ça, c'est très important. Le bonhomme, il est vivant tout le temps. Il s'exprime. Et c'est rayonnement et musique à la fois. Quand s'esclaffe ton rire et que ton verbe sonne. Il fallait manger, il fallait se nourrir. Il n'a vu qu'une solution relativement facile, c'est de faire l'enseignement. Il était professeur à Saint-Charles, professeur de dessin. Il a sacrifié une partie de sa carrière parce que pour lui, une chose qui comptait, c'était la formation des jeunes. Il avait ça, ce sacerdoce d'apprendre, d'enseigner, si bien que c'était, disons, notre père spirituel, mais je te dis qu'il avait beaucoup d'enfants. Hein. Il y avait les moments pour être artiste, des moments pour être pédagogue. Il était tout à la fois. C'est pas possible. Prof qui peignait, oui. Peintre qui enseignait, oui. Je comprenais. Tout. C'est selon l'endroit où il était, puisqu'il faisait plusieurs choses, plusieurs métiers. Quoi. Il formait également des techniciens. Il a été professeur pour le dessin de machine, dessin industriel. Il préparait Naval à Saint-Charles.
eh bien, il préparait Naval, il fallait qu'il scoltine les plans pour préparer Naval, qui sont des trucs complètement mathématiques, arithmétiques. Pendant les congés de juillet-août, on allait souvent se promener dans une île. Il adorait les îles. Il y avait donc les paysages. Et il allait, pendant les vacances, faire des peintures de paysages. Je sais qu'il allait peindre à Bréa. Il était reçu chez des personnes. Il avait connu le peintre Sévaguen. Il nous racontait qu'il avait été peindre avec lui. Et il y a eu une période où il est allé à Ouessant pendant un mois. Alors là, il a peint que du Ouessant. Le matin, il se levait à 7h, à 7h30, à 7h30, un petit hôtel où on descendait en général. Et là, il prenait son petit déjeuner avec un de ses enfants qui se levait à 7h. Et puis il partait dans la lande. Là. Et puis pour savoir qu'il fallait revenir après pour prévenir le reste de la famille de l'endroit où il était. Et puis d'amener le pique-nique, bien sûr, à midi. C'était extraordinaire, c'était toujours comme ça que ça se passait. Et puis on se battait pour être à 7h le matin, pour porter tout ce qu'il fallait pour faire les aquarelles ou les huiles. Il a laissé quand même beaucoup de traces. Il a fait des vitraux à Notre-Dame d'Espérance. Il est l'auteur des vitraux de la vie de Saint-Yves à Tréguier, la cathédrale de Tréguier. Il faisait de l'affiche, Daubé. Et la fameuse, plus belle affiche qu'il ait faite, c'est la Coupe Floriot, quand il y a eu la Coupe Floriot à Saint-Brieuc. Il joue surtout beaucoup sur le vent. Quand Daubé fait des nuages dans une gravure, ben on sent qu'il y a du vent. Les portraits, c'est un portraitiste remarquable. Il vivait de ça, il vivait de tous les grands personnages qui lui demandaient des portraits. Hein. Alors il y a eu le portrait du père Briot, le maire de Saint-Brieuc, Octave. Le portrait du chanoine Broisin, qui était le directeur de Saint-Charles, qui est tout à fait... quand on connaît le chanoine, le personnage, Daubé a été assez espiègle pour montrer le caractère du bonhomme dans la peinture. C'est comme pour Monseigneur Serrand, il a peint Monseigneur Serrand, puisque c'est un évêque, alors il se faisait peindre tout le temps, la tradition que les évêques se faisaient peindre, et là il a fait un chef-d'œuvre de la figure, où il y a les deux yeux ne sont pas pareils, l'œil de la bonté et l'œil de l'autorité. C'est la jonglerie de l'artiste, c'est là où on voit que l'artiste domine son sujet très fortement. Alors là, le portrait, je ne sais pas si tu l'as vu, mais il est magistral. Puis non seulement ça, il y avait tous les crayonnés, tous les croquis préparatoires qu'il avait réalisés. Alors là, c'est le summum, là. On était dans la résistance, moi personnellement, avec quelques jeunes camarades de Saint-Brieuc, de Guingamp, etc. Et on venait de terminer les combats de Plaisidie, on venait de terminer les combats pour l'invasion de Paimpol, et je regagnais la Normandie. Et avec mes camarades parachutistes britanniques, on s'est arrêté à Saint-Brieuc pour dire bonjour aux parents et aller saluer papa dans son atelier, que je n'avais pas vu moi depuis 5-6 mois, étant donné que j'étais underground, comme on disait à l'époque. Et en arrivant là-bas, papa m'a vu, très ému, parce qu'il avait cru pendant très longtemps, pendant quelques mois, que j'avais été massacré par les Allemands à Plaisidie. En me voyant revenir, il a été tellement ému qu'il m'a pris un peu, si vous voulez, par la peau du dos, m'a dit « monte tout de suite dans son atelier ». Et je me suis monté avec lui, suivi par les camarades para, et en l'espace d'1 heure, il a fait cette pochade de moi, que je dois dire m'a soufflé, et surtout a hébergé un peu tout le monde, car en 1 heure de temps, c'était aussi beau qu'un portrait de David. Il devait le regarder avec des yeux qui étaient 10 fois plus grands qu'avant, quoi. C'est pas, hein, il devait le regarder dans tous ses gestes. Oui, c'est certainement quelque chose qu'on ne peut pas décrire. Il a sacrifié sa vie d'artiste pour enseigner et former les jeunes.
c'est certain. Il le disait. Il le disait très nettement. Il disait, qu'est-ce que tu veux, hein? Je me suis sacrifié mon rôle de peintre, hein, pour former les jeunes. Et c'est vrai que c'était à longueur d'année. Alors il peignait pour lui, bien sûr. Hein. Mais s'il avait pu être libre entièrement, ça aurait été un autre homme, c'est certain. C'est certain. Il y a un autre peintre, vraisemblablement aussi. Mais je crois que c'est le rôle de tous ceux qui ont eu ces postes de professeurs. On est mangé par les autres. Hein, on est mangé par les autres.